En réalité, ce que j'ai abandonné, c'est pas vraiment les ETF, c'est plutôt cette vision simpliste qu'on nous vend à tour de bras sur les réseaux sociaux. Celle qui dit que tout est automatique, auto-filtrant, nettoyage garanti, mathématiquement on gagne sur le long terme, etc. Je n'y crois plus. Après, je comprends que sur les réseaux sociaux, c'est vulgarisé, c'est des vidéos qui sont avant tout du divertissement, d'accord? On peut piocher à gauche, à droite des pistes de réflexion, des avis de plein de créateurs différents et ainsi on peut ensuite forger un peu son approche. Donc, je comprends qu'il y ait des avis tranchés et de différents bords et qu'ensuite tu mélanges, etc. C'est un peu le rôle du spectateur, tu vois. Et derrière, tu fais tes recherches, tu peux consulter un professionnel et ainsi avancer dans ton étude de cet univers d'investissement. Mais cette histoire de j'investis et puis il suffit d'attendre 20 ans en regardant Netflix et je serai riche, j'y crois plus, tu vois. J'y crois plus parce que ça fait plus de 7 ans que j'investis et un peu plus de 5 ans déjà que j'ai découvert les ETF. Au départ, évidemment, je ne peux pas vraiment dire que c'était des grandes années d'investissement, hein, un peu d'actions à gauche, à droite, etc. Même si j'ai eu un peu de bol puisque j'avais pris les grands noms de l'époque qui sont manifestement encore les grands noms d'aujourd'hui. Enfin, je dis découvert, mais parce que les ETF, pendant mes études, on m'en a jamais parlé. On nous apprend à faire de l'analyse d'actions, de l'analyse fondamentale, de l'analyse graphique, étudier les comptes des entreprises, les comptes annuels, etc. Et à aucun moment on m'a parlé d'ETF. Pourtant, c'était pas il y a 40 ans non plus mes études. Hein. Et dans ce contexte académique, on me présentait surtout les fonds et ce qui s'apparente en fait aux ETF comme quelque chose d'un petit peu fade, pas très technique, tu vois, et avec pas une très bonne image de complexité et de technicité. Du coup, j'ai naturellement commencé par du stock picking. Et c'est ensuite, via les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, que j'ai redécouvert et compris les ETF. J'ai plongé dedans, j'ai étudié beaucoup ce sujet pendant un bon moment et ensuite je me suis même lancé sur YouTube, j'ai présenté plein de vidéos là-dessus, etc. Et la logique semblait implacable. On entendait des grandes citations qui disent oui, 90% des fonds actifs font moins bien que le marché, alors un simple ETF qui achète le marché, etc. bat les autres. Oui, j'écoutais ça aveuglément également et ces créateurs, je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, hein. Encore une fois, ça c'est très important. Je dis pas que c'est bon ou pas bon, mais ils te présentent ça comme la méthode miracle que tout le monde devrait faire. Alors que plus j'en apprends sur la bourse et plus j'apprends qu'il n'y a pas de méthode miracle et que personne ne peut te dire ce que toi tu dois faire. C'est pour ça que je casse toujours les pieds des gens avec mes disclaimers. En disant qu'il n'y a aucun conseil en investissement dans mes vidéos, à aucun moment je ne fais des recommandations d'acheter, de vendre, de faire quoi que ce soit en termes de stratégie ou de produits financiers. Je n'ai aucun besoin de ça, aucune volonté de faire ça en fait, aucun intérêt à pousser les gens dans une direction ou dans une autre. Je partage des réflexions théoriques, on prend ce qu'on veut et on laisse le reste. Ça, les gens restent responsables de leurs recherches. N'oubliez juste jamais qu'investir comporte des risques de perte en capital et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. On va en reparler dans un instant parce que ça aussi, ça m'énerve. Voici également ici un petit commentaire que je trouve qui m'a frappé, tu vois, sur la chaîne. Génération X, j'ai commencé à investir à l'âge de mes 18 ans. Ensuite, crash de l'an 2000, je perds 70%. Puis 2008, suivi d'autres mini-crash Fukushima, CAC, or, etc. Au final, la majorité de mes gains n'ont pas été faits sur 30 ans, mais seulement sur la période 2017-2025. Un commentaire sur une de mes vidéos YouTube récentes, celle où je parle de l'effet des générations là, et l'âge des gens en bourse et tout ça. Et en fait, ça m'a fait réfléchir aussi. Je me dis, mais oui, en fait, sur les sites, d'accord, sur Internet, dans les vidéos YouTube et même sur les courtiers en ligne, on te propose toujours un horizon assez limité. Tu peux remonter sur le graphique à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, mais jamais au-delà de 10 ans, ou c'est très rare en tout cas, sur un site optimisé. Et donc, il manque de données en fait, parce que oui, évidemment qu'un SP500 par exemple sur 10 ans, je vais t'en afficher un à l'écran, le SP500 sur 10 ans, oui c'est incroyable ce qu'il a fait, mais la décennie précédente, il s'est rien passé, excusez-moi. Et donc, pourquoi est-ce que dans les pubs et dans les grandes vidéos, on me montre jamais le graphique sur 20 ans ou sur 30 ans, où on me montre en fait qu'il y a des décennies complètes où il ne se passe rien? Et ça en devient même un élément marketing puisque dans une autre vidéo il n'y a pas si longtemps, je présentais l'ETF top 20 du SP500, je parlais de ça et un ETF très concentré et tout, un peu marketing, hein, on va pas se le cacher et l'émetteur pourtant BlackRock iShares nous mettait dans les données 3 ans de données. J'ai dit mais 3 ans de données, oui, et il nous mettait performance estimée, théorique évidemment, disclaimer tout ça, mais il nous met les performances estimées sur 3 ans. Mais bien sûr, tu fais un top 20 du SP500 et tu me montres des performances d'il y a 3 ans alors que c'est la période où justement les top entreprises ici depuis 2-3 ans avec l'IA sont en train de cartonner. Donc oui, forcément, les performances vont être aberrantes, mais c'est biaisé.
Et le premier argument que je veux mettre en avant, c'est que oui, ok, regardez la décennie qui vient de passer, les années entre 2010 et 2025, d'accord, sur 10-15 ans, c'est vrai, tout fait que monter ou presque, malgré les cracks, ça remonte toujours. Et pourtant, avant, la bourse était bien différente. Et justement, les performances passées ne présagent pas des performances futures, ça marche dans les deux sens. Dans le sens où ça ne veut pas dire que ça va encore monter, ça ne veut pas dire qu'on va revoir non plus des grands plats comme avant. Le monde évolue, les choses ne seront pas les mêmes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On va arriver dans un monde complètement différent. Et finalement, en fait, moi j'ai peur que les ETF simplement ne suffisent pas et que laisser des ETF tourner pendant 20 ans, ce ne soit pas forcément la meilleure stratégie. Ce que je peux dire aussi, c'est que peut-être que je me trompe. Je l'assume évidemment ici en disant que je peux me tromper. C'est de la réflexion que je partage ici théorique. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est important de s'y connaître en stock picking, en différents types de placements. Pas obligé d'acheter différents types de placements. On peut continuer son investissement passif si on a envie. Encore une fois, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais s'intéresser et élargir le spectre permet aussi que si plus tard, imaginons, la gestion passive montre ses limites, on soit capable de faire tourner un peu la stratégie, d'évoluer, tu vois, plutôt que de rester dans un truc qui ne marche pas en fait sur le très très long terme. Donc c'est ça la question. On explique que la gestion passive fonctionne à long terme basée sur le passé en disant oui, si tu avais investi à 30 ans, oui, ça aurait marché. Mais qu'est-ce qui dit qu'en 2060, ça aura marché? Tu vois, c'est ça que j'essaye de mettre en avant ici. Après, on est d'accord, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour gérer quoi que ce soit activement. On est d'accord, la gestion passive, ça permet aussi de facilement investir et ça fera mieux que rien, ou peut-être pas, encore une fois, mais on verra bien. Donc ici, c'était mon premier argument. Je vais passer au deuxième, une conversation qui m'a un peu chamboulé avec mon beau-frère. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je pense. Et il y a un moment, je lui parlais des ETF et il me dit non, j'en veux pas. Je fais ok, mec, disclaimer, fais ce que tu veux. Donc là, il rigole et il me dit ouais non, sérieux, moi les ETF c'est pas pour moi parce que par conviction, il y a des entreprises dans les lots d'actions et dans les ETF que je ne veux pas supporter. Par exemple, j'achète un ETF avec 500 boîtes, dedans, il y en a certaines qui sont dans l'armement, qui sont dans la pollution, qui sont dans le data mining, etc. Les bases de données qui volent des choses, qui sont pas bien, qui ont une mauvaise responsabilité morale. Et moi, ça me gêne d'investir là-dedans. Je préfère faire du stock picking. Je dis punaise, ok. Bien sûr, c'est pas qu'il a raison, c'est que oui, il peut avoir ces convictions-là et finalement, mettre en avant la gestion passive peut aller en fait finalement faire en sorte que quelqu'un va se rendre compte plus tard qu'il va à l'encontre de ses propres convictions. Donc ça m'a fait réfléchir. Troisième argument, revenons à la pondération, parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec mon exemple de top 20 du SP500. Le SP500, par exemple, même le MSCI World, ça devient une vaste blague. Le SP500, 10 entreprises pèsent plus de 20 à 30% de l'indice. J'ai plus les chiffres exacts sous les yeux. Je sais par contre que sur le MSCI World classique, j'ai regardé ce matin, on est à 68%, je pense, 69% d'entreprises américaines. Pour un MSCI monde, un ETF monde soi-disant. C'est horrible, le mec qui fait ça, tu sais. Oh là là. Mais on est d'accord, une poignée d'actions drive complètement le SP500 et c'est le SP500 lui-même qui fait la plus grande partie du MSCI World. Même si on est d'accord que dans cette idée d'autofiltration, quand les États-Unis baisseront peut-être un peu en rythme, il y a d'autres pays, d'autres économies qui vont remonter et le MSCI World pourrait se rééquilibrer. On est d'accord, mais ça ne se fait pas en 20 minutes et ça ne se fait pas sans dommage. On est d'accord aussi, n'est-ce pas? Donc, on crée ici une boucle en fait. L'argent passif, l'argent qu'on met dans les ETF, va encore et toujours aller dans les mêmes entreprises surpondérées qui vont donc peser encore plus lourd et qui vont donc ensuite être réévaluées et repondérées dans l'indice et peser encore plus lourd. Et résultat de cette boucle et de cet effet cumulé, on a un indice, notamment Monde et SP500, qui sont de plus en plus concentrés. Est-ce que ça tiendra pendant 10 ans? Est-ce que cette concentration n'est pas un risque? Est-ce que le marché reste efficient malgré ce phénomène de concentration extrême sur quelques entreprises? Et si la majorité des gens deviennent passifs, qui décide du prix des choses? C'est une vraie question. J'ai pas la réponse ici, j'ai dit que c'était pour soulever des questions cette vidéo et te présenter quelques arguments qui font que moi-même, me dire la gestion 100% passive, je suis un peu moins fan. Et en aucun cas, j'encourage les gens dans une direction. J'insiste aussi, ça c'est très important, mais se former, apprendre de nouvelles choses, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Et laisse-moi passer à mon argument suivant. L'IA, l'intelligence artificielle, on entre dans une ère où la robotique, les données, l'intelligence artificielle, les infrastructures, le cloud, on a quelques entreprises hyper dominantes qui gèrent tout ça. Dans un futur pas si lointain, si 5 entreprises, 10 entreprises font 50% du SP500,
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est encore sur une stratégie de diversification? Est-ce que les vidéos qu'on voyait à 2-3 ans qui nous disaient oui, acheter un ETF, c'est accéder à une diversification immédiate sur plus de 500 entreprises, 1000 entreprises, est-ce que c'est encore vrai ce pitch? Ou est-ce que ça tombe un petit peu à l'eau finalement et qu'il ne faudrait pas nuancer largement le bazar? En parlant de nuances d'ailleurs, il y a déjà un adage que j'ai cité dans cette vidéo, les performances passées ne garantissent pas et ne présagent pas des performances futures. On entend ça partout dans les vidéos. Et ce qu'on entend juste après, c'est regarde les 20 dernières années, gestion passive sur ETF, ça aurait fait mieux ou aussi bien que la gestion active. Mais est-ce que c'est pas incohérent et complètement contradictoire? Est-ce qu'on peut sérieusement toujours dire dans les mêmes vidéos « le futur est imprévisible, les performances passées ne présagent pas du futur en aucun cas » et dans la même vidéo dire « regardez, la gestion passive, c'est un peu la méthode miracle qui fonctionne sur 20 ans ». Ben oui, mais tu me montres un graphique du passé pour dire ça. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas en train de faire une guerre ici, hein. Je donne encore un avis personnel d'un petit particulier, pas un professionnel, donc ça vaut ce que ça vaut. Et moi-même, j'ai des ETF, il n'y a aucun problème avec ça, mais je critique ici, d'un point de vue discussion de comptoir, cette histoire de voilà, la gestion passive, c'est la méthode miracle. Déjà, la méthode miracle n'existe pas et aucun rendement n'est garanti en bourse. Et donc, est-ce que cette méthode qui avait fonctionné par le passé va encore fonctionner 20 ans comme ça? Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas arrêté les ETF, je les ai toujours bien entendu, mais je me forme, j'apprends. J'essaie d'apprendre le stock picking, pas forcément en faire, mais j'apprends à choisir des actions, à comprendre un peu plus. Même si je savais avant, j'essaie de réactiver tout ça, d'aller un peu plus vers des ETF thématiques, explorer de nouvelles choses. Même si certains ETF thématiques sont à fuir, on est bien d'accord. J'analyse différents secteurs, différents types d'investissements. Je réfléchis aussi à la composition de mon portefeuille. Pas parce que les ETF sont mauvais, mais parce que mon profil personnel aussi a évolué. Puisque on est d'accord que quelqu'un de complètement passif qui veut gérer ses investissements en une demi-heure, 1 heure par mois, c'est pas quelqu'un qui doit faire de la gestion active. On est d'accord. Sinon, en une demi-heure par mois, non, tu ne sais pas gérer un portefeuille actif. Du coup, on n'a pas tous l'envie, la passion de faire ça et on pourrait faire pire que mieux en le faisant à moitié n'importe comment. Si on veut résumer ça, on pourrait donner 4 profils. Le profil passif, d'accord, celui qui vraiment investit à long terme et il prend le moins de temps possible. L'investisseur actif de l'autre côté qui lui va faire du stock picking, se baser sur des convictions, des analyses, prendre beaucoup plus de temps et d'efforts pour pas forcément plus de résultats que lui. Hein. Et au milieu, on va avoir le semi-passif qui a une base d'ETF avec quelques touches différentes et le semi-actif qui lui a aussi une base d'ETF mais un stock picking derrière aussi plus raisonné. Il n'y a pas les meilleurs ou le pire, tout le monde peut avoir raison, ça c'est bien la beauté de la bourse, on ne sait pas qui aura raison à la fin, ce sont des profils hein, et ce n'est pas un youtubeur de décider pour toi. Et ma conclusion pour cette vidéo, en fait, c'est pas de faire quelque chose ou autre chose, c'est plutôt méfie-toi. Méfie-toi des discours absolus, méfie-toi de ceux qui disent il faut faire ça, tu devrais faire ci, ou tu devrais évoluer dans ce sens-là. Il faut se méfier de ça, d'accord? Personne d'autre que toi-même ne peut décider ce qui est bon pour toi. Ça montre donc en fait qu'il y a un modèle lent, progressif, d'accord, passif qui peut fonctionner, mais il y a aussi un modèle opportuniste, actif et plus incertain qui peut fonctionner et les deux peuvent de toute façon et actuellement coexistent et aucun n'a le monopole final de la vérité et sûrement pas de ta vérité ou de ma vérité puisqu'il existe autant de stratégies et de portefeuilles qu'il y a d'investisseurs en bourse. Chacun investit à sa manière, chacun se passionne aussi à son niveau de connaissance, à son niveau de passion et c'est comme ça qu'on évolue chacun de notre côté. J'ai un petit peu fait des digressions ici, parler dans tous les sens. J'espère que tu as quand même compris la cohérence de ma vidéo. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire. Évidemment, je suis ouvert aux critiques et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.